Bon- Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce troisième webinaire dans le cadre donc de l'université d'été en ligne que nous organisons cette année. Donc comme je le rappelais aux premiers qui se sont connectés, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas accès à votre vidéo, au micro, etc. Tout simplement parce que sur Zoom, nous pouvons monter jusqu'à 500 participants. Vous pouvez imaginer que les interactions à 500, ce serait un petit peu compliqué. Par contre, vous avez deux outils, je répète, le chat pour des conversations, les bonjours, etc., plus informelles, et les questions-réponses à côté de l'onglet participants. Vous voyez en haut à gauche que je suis en train d'enregistrer. Voilà, tout simplement pour que vous puissiez par la suite avoir accès de nouveau aux 10 webinaires, parce qu'à chaque fois, vous devez chaque jour faire le choix de l'un ou l'autre, alors que les deux thématiques sont systématiquement passionnantes. Donc voilà, par contre, nous ne voyons pas vos visages, donc il n'y a pas de souci. Donc nous vous mettrons bien sûr à disposition ces 10 webinaires à la suite de la semaine. Donc voilà, je vous rappelle effectivement le Padlet, ne l'oubliez pas, je vous en parlais il y a 2 minutes. Vous pouvez retrouver toutes les informations, s'il y a des changements de dernière minute, etc. Donc n'hésitez pas à vous y connecter. Et en cas de souci ou pas, ou si vous voulez faire une remarque, je ne sais pas, vous pouvez écrire à universidadverano@institutfrançais.es. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis donc Julie Kennel. Je suis attachée de coopération linguistique pour toutes les régions sud. C'est pour ça que je reconnais quelques noms d'enseignants avec lesquels nous travaillons régulièrement. Et je suis ravie aujourd'hui de faire la modération du webinaire animé par Cindy Dopra, intitulé Adopter une approche interculturelle en classe de FLE. Donc, je vois effectivement via le chat que certains d'entre vous la connaissent bien, parce que Cindy, effectivement, est experte associée au CIEP, France Éducation Internationale, vous savez que ça a changé de nom. Elle est formatrice, facilitatrice et accompagnatrice dans tout ce qui touche l'ingénierie pédagogique et de la formation, les outils visuels et la facilitation graphique, la pensée visuelle, l'interculturel, etc., etc. Donc, vous l'avez croisé pour certains lors des BELC, et pour d'autres, peut-être que vous êtes dans son atelier. Et donc, aujourd'hui, je laisse la parole à Cindy. Et donc, à l'issue, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même pendant la présentation, vous les notez dans questions-réponses et nous les traiterons à la fin. Je les transmettrai à Cindy. Voilà, Cindy, je te laisse la parole. Super, merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps que nous allons passer ensemble autour d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors là, en fait, je réenregistre la partie de présentation du webinaire parce que, bon, si vous étiez là, en fait, j'ai eu plusieurs soucis techniques et j'ai proposé à l'Institut français de réenregistrer cette partie de présentation pour que ce soit plus agréable pour vous, mais aussi pour moi, je vous l'avoue. Alors, cette thématique qui est adopter une approche interculturelle en classe de FLE est une thématique extrêmement vaste. On peut l'aborder vraiment de différentes manières, sous différents points de vue, et j'ai donc dû faire des choix qui n'ont pas été simples, je vous l'avoue. Alors un petit peu à l'image de ce café qui est décliné sous différentes saveurs, j'ai fait un choix parmi plusieurs ingrédients qui permettent d'adopter une approche interculturelle en classe de FLE. Dans le cadre de cette université d'été où nous sommes entre pairs, je souhaite donc vraiment reprendre des points clés qui sont liés à cette démarche, des réflexions, des pistes de recherche peut-être aussi pour vous et des ressources concrètes, vous le verrez. Alors, de par les contraintes à la forme de notre interaction, donc de ce webinaire, je vais exposer ces points de vue et nous aurons donc un temps d'échange à la fin. Alors j'aurais préféré vous faire vivre cette approche interculturelle, c'est ce que je fais d'ailleurs habituellement en formation, mais plutôt sur plusieurs heures de formation, car c'est une thématique qui est extrêmement introspective et qui se base sur du dialogue et de nombreux échanges, vous allez le voir. Du coup, retenez cela pour la suite de ma présentation. Ce webinaire, il est vraiment pour moi un peu un moyen de prendre du recul sur mes pratiques professionnelles, sur une approche personnelle, voire un développement personnel et professionnel que j'assume, qui font que j'aime mon travail. C'est ce que je fais en formation, mais également ailleurs.
Nous faisons un métier hein, qui n'est pas évident, qui est souvent peu valorisé, il faut quand même le dire, mais grâce à lui, on a tout le temps la possibilité d'apprendre sur soi, les autres et sur nos interactions. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'entends travailler l'interculturel. Vous le comprendrez, je l'espère, à la fin de ce webinaire, cette approche, elle va au-delà de la salle d'une classe, en fait, et plus précisément hein, d'une classe de langue, parce que c'est ce qui nous concerne. Mais cette approche, sincèrement, elle ne me quitte pas. Elle fait vraiment partie, moi je pourrais dire, de mon quotidien. Alors avant de continuer, j'ai un énorme clin d'œil à faire. Il y a tout juste un an, à l'Institut français de Barcelone, à l'initiative de Sébastien Portelli, qui est attaché de coopération pour le français, j'ai eu la chance de passer une semaine entière avec peut-être certaines et certains de vos collègues. Alors c'était une semaine qui était vraiment très riche, qui m'avait permis d'aller jusqu'à explorer l'évaluation de cette démarche interculturelle. Et en fait, c'est assez rare pour le souligner, car en fait, cela a montré comment je pourrais dire, un degré incroyable de maturité du groupe. Et je vais vous montrer d'ailleurs en fait à la fin quelques exemples. Et donc je remercie aussi Manuela Ferrapinto qui se trouve être à l'origine hein, de cette université d'été, car elle fait partie vraiment des personnes qui ont eu un fort impact sur mes pratiques pédagogiques et qui sont notamment liées à cette thématique de l'interculturel. Alors, l'interculturel en classe de langue renvoie beaucoup, hein, souvent à un travail de recherche de documents dits authentiques, qui vont permettre de faire un focus sur des stéréotypes, des faits culturels, des ressources francophones, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on est souvent à la recherche de la perle rare. Malgré tout, s'agit-il d'une approche? S'agit-il d'une approche? Parce que là, on est dans de la recherche de documents, mais s'agit-il d'une réelle approche interculturelle? Alors, quand je donne des cours de langue, hein, je travaille en France, j'ai souvent par exemple de jeunes étudiants internationaux qui suivent des cours de français avant leur entrée à l'université, ou bien parallèlement à leur cursus universitaire. Et puis avec eux, en fait, je fais le même constat hein, que quand je travaille auprès de salariés étrangers ou d'apprenants adolescents en séjour linguistique en France. Ils ont souvent une bonne connaissance des stéréotypes et des représentations. Et du coup, alors c'est vrai qu'on peut s'en amuser, hein, on s'en amuse d'ailleurs beaucoup en cours, mais parfois j'ai un peu l'impression que ces stéréotypes sont souvent déjà un peu cristallisés et je trouve que c'est un des points de vigilance que nous devons avoir. Est-ce que travailler ces aspects enfin, peuvent renforcer ces représentations et renforcer la manière dont chacun fonctionne en tant qu'être humain? Alors, il faut les travailler, ainsi que tout aspect culturel, l'actualité, etc. Mais pour moi, il faut aller plus loin. Alors, il faut avoir en tête, je pense, qu'au-delà de la prise en compte des cultures des uns et des autres, l'interculturel, il est au cœur de tout échange et il renvoie à un processus qui est propre à notre fonctionnement dans notre communication avec autrui et avec nous-mêmes. Là, vous voyez, j'ai fait exprès, hein, j'ai choisi une photo où on ne peut pas savoir si les personnes qui sont sur cette photo viennent de tel ou tel pays, sont de telle ou telle culture. Néanmoins, on peut voir qu'il y a deux personnes qui se distinguent un petit peu. On voit elles ont ce qu'on appelle un groupe d'appartenance en commun. La personne qui est à son téléphone aussi, elle est en communication avec quelqu'un. Ces interactions comportent de l'interculturel. On va voir que ce n'est pas seulement une question de culture au sens de nationalité, de culture régionale, etc. Alors, quel va être notre petit bout de chemin que nous allons faire ensemble pendant ce webinaire? Dans un premier temps, je vais revenir sur quelques principes de base de notre fonctionnement d'être humain. Ouais, parce qu'en fait, moi, travailler l'interculturel, ça m'a amené à me poser ces questions-là. Enfin, en tout cas, à m'interroger sur ce que nous étions. Ça m'a amené vers des lectures et voilà, ce que je vous partage ici, c'est lié aussi à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu beaucoup expérimenter, ce que j'ai pu échanger aussi avec mes participants en formation et avec mes apprenants en classe.
Donc, puis je vous l'ai dit, hein, j'ai aussi envie de vous donner quelques ingrédients. Alors, il y a des éléments que je ne peux vous expliquer parce qu'en fait, le fait qu'on soit en webinaire comme ça ne me le permet pas. Pour moi, il faut vraiment les vivre pour les aborder, pour pouvoir les comprendre. Et c'est ce que j'essaye toujours de faire en formation. Alors, j'espère qu'un jour, on aura peut-être l'occasion de se croiser lors d'une formation. Mais je vous ai fait une petite sélection d'ingrédients pour adopter une approche interculturelle en classe de FLE. Je reviendrai donc sur certaines notions clés et si certaines ne vous sont pas très familières, moi je vous invite vraiment à les prendre en note et vous pourrez après aller, je sais pas, tapoter sur un moteur de recherche et vous référer à la bibliographie aussi cytographie que je vous donnerai, vous verrez à la fin de ce webinaire. Je partagerai également avec vous des exemples de pratiques pédagogiques, quelques activités et puis des idées de ressources. Alors je vais commencer par une petite citation que vous retrouverez dans un ouvrage dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, l'interculturel. L'interculturel n'existe que lorsqu'il y a un échange, une rencontre et un partage. Il n'est pas un contenu d'enseignement, mais plutôt une démarche qui vise la construction de passerelles, de liens entre les cultures. Cette approche est par conséquent une reconstruction constante de l'identité dans la relation avec l'altérité. Il s'agit d'une part d'accepter la diversité des regards, de rencontrer d'autres points de vue et de comprendre des modes de vie différents, et d'autre part de comprendre que l'on est soi-même rarement le produit d'une seule appartenance culturelle. Alors nous vivons actuellement une période très déstabilisante avec cette période de confinement, post-confinement, des points d'interrogation sur un reconfinement. Et nous nous rendons compte à quel point nous sommes des êtres où les relations sociales, elles sont primordiales. Et on voit que le repli sur soi et le repli identitaire sont vecteurs de nombreux maux à travers le monde. Les actualités nous le montrent, hélas, tous les jours. Donc, avec plus ou moins de difficultés ou plus ou moins de facilité, nous sommes des êtres sociaux, des êtres de reliance. L'être humain est un être complexe. Des chercheurs disent même que l'être humain est un mystère et que la relation avec l'autre est un terrain de découverte absolument incroyable. Mais c'est avant tout un enjeu primordial. Alors, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on donne à l'autre une place d'allié, voire une place d'ennemi? Ce questionnement peut paraître un peu étrange, mais en fait, nous sommes des êtres complexes et on peut avoir cette petite question en tête quand on est avec d'autres personnes. Alors, là je me répète, mais il y a de réels enjeux dans la relation avec l'autre. Vivre avec l'autre, c'est un apprentissage sur soi. Alors, je ne vais pas aller au-delà, mais on pourrait vraiment philosopher sur la question. Mais pour moi, c'est une base de réflexion quand on choisit et quand on travaille l'interculturel et quand on se demande comment est-ce que je fais comprendre certains concepts qui sont liés à l'interculturel lors d'activités à mes apprenants. Alors, un élément de base à avoir en tête, c'est que toute relation est confrontante, avec un degré plus ou moins agréable, plus ou moins facile à vivre. Et quand on observe nos apprenants à travailler en groupe, on le voit bien. Ou quand nous-mêmes, nous travaillons en groupe. Alors on a plusieurs choses qui se jouent ici, comme par exemple un lien empathique. Alors on parle de plus en plus de cette notion d'empathie
Moi, je vois passer de plus en plus de choses dans l'éducation, dans la pédagogie qui est liée à ces notions d'empathie. Et il s'agit là d'un élément essentiel dans la relation interculturelle. Alors, vous voyez, j'ai mis en fait juste à côté, là, j'ai mis le mot empathie et j'ai mis cette petite image de différents ingrédients. À chaque fois que vous retrouverez cette photo, en fait, ce sont les ingrédients que je fais ressortir, que j'ai choisis pour vous pour ce webinaire. Alors l'empathie, c'est une réponse émotionnelle. C'est en fait être capable, non pas, alors j'aime pas trop, il y en a qui disent que l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place des autres. Moi, j'aime pas trop, c'est bon, voilà, je suis pas trop d'accord avec, enfin ça me plaît pas trop, dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour moi, l'empathie, c'est être capable de percevoir les émotions d'une autre personne. Alors, bon, c'est l'une des bases hein, de la communication et il s'agit là vraiment pour moi d'un ingrédient qui peut être travaillé en classe. Vous voyez, on n'est pas dans des questionnements sur quels documents ou quelles ressources travailler. On est sur le comment de la relation interculturelle, de la relation avec l'autre. Donc, sauf que voilà, sans rentrer hein, dans de profondes analyses, on sait que ce qui est différent fait peur et que cultiver des relations saines et constructives, ça demande énormément d'efforts. C'est un apprentissage. Alors j'en arrive à un autre aspect de l'interculturel, l'altérité, et plus précisément l'acceptation de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre. Alors que va impliquer l'acceptation de l'altérité? D'une certaine façon, c'est envisager différemment ses propres représentations, ses propres croyances, ses propres certitudes. Et de là peut découler ce que l'on appelle la tolérance. Alors, la peur de l'autre, hein, quelle qu'elle soit, diffuse un sentiment d'isolement et peut aller même jusqu'à jusqu'à certaines formes d'agressivité. La peur, il faut le savoir, contamine l'échange avec autrui, alors qu'il est essentiel d'instaurer une hygiène relationnelle fondée sur la tolérance et le respect. Il est important d'avoir conscience que l'être humain, il interprète tout au crible de plusieurs filtres. Nous sommes toujours dans l'interprétation et nous le faisons à partir de tout ce qui est communication verbale et non verbale. Et bon, je ne reviens pas dessus, hein, mais vous savez que cette communication non verbale est notamment la plus importante. Alors il est essentiel de comprendre que chacun est responsable de son comportement, de ses ressentis, de ses actes et de sa relation ou de ses réactions face à autrui. Alors, nous, enseignants d'une langue étrangère auprès de nos apprenants, on est un peu, si je puis dire, entre guillemets, à la gestion de différentes cultures. Nous pouvons donc du coup ajouter à cela ce que l'on appelle des imperculturels. Évidemment, c'est aussi quelque chose que l'on peut travailler en classe. C'est un élément sur lequel on peut travailler pour justement travailler cette question de la tolérance. Mais pour le coup, il faut pouvoir, à travers des activités, comprendre qu'est-ce qui se joue quand on est tolérante ou tolérant. Qu'est-ce qui se joue dans cette tolérance? Donc quand on pense à l'interculturel en classe, on pense à travailler certaines thématiques qui sont liées au temps, à l'aspect culinaire, à des fêtes, on l'a déjà dit aux stéréotypes, à des préjugés, à certains phénomènes aussi typiques culturels, de travailler aussi sur nos différences. Et il ne faut pas aussi oublier de travailler aussi sur ce qui nous rassemble, ça c'est important. Et adopter une approche interculturelle en classe, c'est du coup faire des choix pédagogiques basés sur les échanges entre nos apprenants. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de travailler sur des documents relatant des faits culturels, etc. Ça oui, mais comment vos apprenants expérimentent-ils cette relation à l'autre? Développer ses compétences interculturelles en classe, et plus spécifiquement donc en classe de langue, est pour moi indispensable et on ne peut plus justifier, et c'est pour ça qu'on a une place vraiment privilégiée. Alors je sais qu'il y a une grande réflexion sur les descripteurs du volume complémentaire du CECRL qui est sorti il y a maintenant déjà plus d'1 an, 2 ans même,
qui porte sur les aspects de médiation. Alors, je vous ai mis 2 extraits à la fin de ce PowerPoint. Vous verrez, enfin, je reviendrai pas forcément dessus, mais voilà, moi je les trouve, ce que je trouve intéressant dans ces descripteurs, c'est qu'ils nous permettent justement d'avoir en tête ce qui fait la relation interculturelle. Moi, je trouve qu'on y trouve encore d'autres ingrédients que je vous donne ici. Alors, adopter une approche interculturelle en classe de langue en tant qu'enseignante ou enseignant, formatrice ou formateur, c'est avoir cette curiosité pour son groupe, avoir l'envie de le voir évoluer, de voir évoluer évidemment chaque être, chaque individu, chaque apprenant, mais également de voir évoluer le groupe ensemble. Alors j'insiste sur ensemble, car ce temps d'enseignement-apprentissage est un moment que nous partageons tous ensemble. Cela signifie donc, entre autres, de proposer à nos apprenants des temps de travail collectif, c'est-à-dire varier les modalités de travail, varier les groupes, varier les activités, varier les tâches ensemble. Et suite à ça, alors bon, je le dis suite à ça parce que bon, je suis dans le cadre de ce webinaire. Si on était en formation, je pourrais vous montrer qu'on peut le faire aussi à d'autres moments, mais là, c'est important de se dire que suite à ces activités, suite à ces temps collectifs, il faut pouvoir imaginer des temps du coup qui vont être des temps d'analyse, des temps du coup qui vont être où les apprenants vont avoir une certaine démarche réflexive sur leurs échanges. Alors c'est pour ça que je vous ai mis cette petite diapositive. Il s'agit vraiment d'un temps de travail collectif et d'un temps d'analyse, de démarche réflexive. Alors du coup, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, ce n'est pas parce que vous faites travailler vos apprenants par 2, par 3 ou plus sur le texte d'une chanson, sur l'élaboration d'une affiche qui a trait à un fait culturel ou pas, etc., que vous leur permettez de prendre conscience de leur manière de fonctionner, de voir le monde, d'identifier peut-être leurs croyances et celles de leurs camarades. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Un temps de réflexion sur la manière dont s'est passé ce travail de groupe, d'identifier les points positifs et ce qui serait à améliorer, leur permet alors d'engager un processus dont on parle souvent quand on évoque l'interculturel, c'est la décentration. Se décentrer, c'est pouvoir prendre du recul, observer sa culture, s'observer et voir comment agissent et réagissent les autres. Si au contraire on ne reste qu'avec sa propre vision des choses, on appelle cela l'ethnocentrisme. Alors, vous allez voir faire une petite manipulation juste pour pouvoir apparaître à l'écran parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais quand même mettre en image de fond cette partie où on voit ces apprenants qui j'ai choisi en fait, vous voyez voilà, j'apparais sur la vidéo. Vous voyez, j'ai choisi du coup des apprenants qui sont en groupe et qui, bon, on peut imaginer un travail de réflexion et aussi un moment plus individuel, introspectif. Et là, j'avais envie de vous montrer des choses. Alors, il faut juste que je les retrouve parce que je les ai sortis. Tac, 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 tac. Je voulais vous montrer un premier élément. Hop, je l'ai rangé. Quelque chose qui permet en fait de travailler toute cette question de l'empathie, toute cette question aussi de la réflexivité, de cet aspect de conscientisation de ce qui s'est passé lors d'un travail. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'introspection, donc sur soi, mais aussi un travail de comment s'est passé le travail de groupe, d'observation aussi des uns et des autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle des show doudous. Les show doudous, en fait, là, je vais vous montrer un exemple. Ce sont des moments où on va proposer aux apprenants de faire des retours sur un camarade. Donc là, en fait, il y a différentes formes de le faire, et là, je vous montre une forme extrêmement simple. Une activité se passe en groupe. Et donc là, c'est quelque chose qui m'est personnel parce qu'en fait, je l'avais fait, je suivais moi-même une formation. Le formateur nous proposait, alors c'est vrai que moi je connaissais cette technique, donc du coup, bon, je savais de quoi il se retournait, mais en même temps,
faut se détacher de ça parce que quand on connaît la puissance de ces outils et ce que ça peut apporter, c'est extrêmement intéressant. Et donc voilà, c'est utiliser ces outils, les réutiliser et on apprend toujours des choses. Donc en fait, vous voyez sur ce petit papier, hop, mon prénom est inscrit. Et en fait, ce papier est passé entre les mains de tous mes camarades avec lesquels on avait fait un travail assez long d'ailleurs, je me souviens. Et à l'intérieur, j'ai plein de petites phrases qui ont été écrites par tous mes camarades, par chacun. Et dans ces retours, on fait des retours, ça va au-delà de ah bah oui, j'ai bien aimé travailler avec toi. C'est oui, mais savoir pourquoi. Ou alors, bah, il y a eu un moment de difficulté, bah, peut-être tu as réussi à apporter ceci ou cela. Et ça, on le fait pour tous. C'est essayer de prendre du recul sur sa façon de fonctionner. Parce que quand on est en plein travail, on ne se voit pas, on ne s'observe pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette question aussi des interprétations. Et c'est assez intéressant et assez incroyable de voir comment on peut être perçu par d'autres. Et des fois, ce sont les autres qui vont nous montrer certaines de nos aptitudes, sur lesquelles on peut se reposer vraiment nos points forts, aussi des fois des choses à améliorer. Où on se dit bah oui tiens peut-être que là j'ai pas été, ou alors on me montre que je n'ai pas été peut-être suffisamment à l'écoute, ou j'ai un peu trop papoté ou dispersé l'attention du groupe, etc., etc. Du coup ça se construit. Ça se construit au fur et à mesure. Ça faut vraiment avoir conscience de ça. Je repense notamment si vous repensez à vos apprenants, on voit souvent des apprenants qui ont des aptitudes déjà pour travailler en groupe. Il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui prennent beaucoup de place. Il faut comprendre que c'est toutes ces petites choses qui permettent de revenir, d'avoir un travail de réflexion sur soi et sur son implication et sur l'implication des autres aussi. Parce qu'en observant comment une autre personne a fait, bah, c'est de se dire, bah, tiens, peut-être que je pourrais aussi aller vers ça. Ou de se dire, voilà, mais moi je suis pas du tout comme ça. Mais en même temps, même si l'idée n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais c'est de se dire comment est-ce que je pourrais travailler aussi ces compétences-là. Donc c'est cette technique un peu du chaud doudou et assez, bon, le nom est déjà assez amusant parce que c'est aussi un retour qui va faire du bien, qui va nous apporter un élément constructif pour soi. Et c'est quelque chose à explorer. Donc je vous en montre vraiment une forme assez simple. Je vous montrerai autre chose tout à l'heure qui a notamment été fait par vos collègues l'année dernière en formation. Et en fait, là, bon, là, c'était libre, par exemple, sur ce qui avait été fait, donc là en formation, sur ce petit papier. Mais par exemple, pour des apprenants, bah, comme nous, on est enseignants de langue, on peut aussi, par exemple, proposer des structures déjà à compléter. Donc, bah, par exemple, ça pourrait être, bah, grâce à toi, on a pu aller jusqu'au bout du projet parce que blablabla, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as apporté ceci. Enfin voilà, on peut aller sur des choses très constructives en fonction du groupe, en fonction de la maturité du groupe. Il y a certaines choses, on va y venir aussi en douceur, c'est-à-dire sur ce qui serait un petit peu à améliorer. Bah, parfois on n'y va pas tout de suite, parfois on est un petit peu obligé. C'est en fonction du groupe aussi. Ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps lors d'une formation, bah voilà, suite à un travail de groupe où je voyais pour un groupe qui avait été assez compliqué, j'ai proposé un petit outil d'introspection, mais sur lequel chacun a gardé pour soi ce qui s'était passé. Mais voilà, on essaye de tenter cette réflexivité, en tout cas cette conscientisation de comment est-ce que j'ai été, ce que j'ai pu dire, comment est-ce que les autres se sont comportés, etc., etc. C'est pas facile, c'est un travail qui va au-delà un petit peu qui va au-delà de l'aspect langagier, mais on peut quand même y trouver un aspect langagier là-dedans. Alors c'est vrai que vous allez me dire pour des apprenants qui sont avec un niveau de français A1, A2, c'est compliqué. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire ce travail-là. C'est pour ça que dans ce cas-là, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est peut-être passer par la langue que vous avez en commun avec vos apprenants. Alors bon, il y en a qui vont, voilà, peut-être me dire, ouais, mais on peut pas, c'est pas possible. Il y en a qui ne vont pas aimer. C'est pas grave, il faut s'y tenir. Parce qu'il faut faire comprendre, il faut que vous fassiez comprendre à vos apprenants, à vos participants, que ce travail, il est essentiel pour travailler par la suite dans de meilleures conditions. Parce que ce travail de réflexivité, je peux vous dire qu'une fois que c'est rodé, bah, les apprenants, ils mettent en place des techniques, des modalités entre eux
qui peuvent être parfois assez... moi, parfois, je suis bluffée. Je suis bluffée de voir, dès que des modalités sont prises en compte, on a une facilité pour échanger avec les uns, avec les autres, et on arrive à être efficace. C'est-à-dire que même si je travaille avec quelqu'un où je sais que voilà, je m'entends pas forcément super bien, eh ben, une fois qu'on a appris un peu à se connaître, à savoir comment travailler chacun, comment était chacun, eh ben, on peut essayer de se dire, ok, on a quand même quelque chose à faire parce que le professeur nous demande une tâche, eh ben, on essaye de travailler et d'être efficace. On peut aussi, quand on travaille avec des collègues, hein, moi j'ai cette chance aussi de pouvoir travailler avec des collègues qui sont ouverts sur cette approche interculturelle et avec qui eh ben, on peut avoir des échanges très constructifs sur nos façons de faire, sur nos façons d'être et sur nos façons de fonctionner. Donc c'est vraiment un travail qui est extrêmement intéressant à, sur lequel il est vraiment intéressant de travailler, de réfléchir. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne. C'est vraiment extrêmement, extrêmement fort pour moi. Donc voilà, chères enseignantes et enseignants, vraiment tout dépend. Il y a une part qui est vraiment importante qui dépend de votre implication. Tout ça va, tout ce que vous allez insuffler dans votre classe, auprès de votre groupe, ça peut avoir et ça va avoir une répercussion aussi sur les activités, sur ce qui va se passer, sur le cadre. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'allez pas être responsable des relations si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Ça, il faut bien en être clair. Il faut bien être clair avec ça. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable non plus des travaux, de la qualité des travaux de groupe de vos apprenants, enfin, d'une certaine façon. Mais vous êtes garant au moins de ces temps que vous proposez, de ces temps collectifs que vous proposez à vos apprenants. Et il faut avoir conscience hein, que c'est extrêmement complexe. Alors, je vais disparaître pour continuer du coup de pouvoir vous présenter la suite de la présentation. Alors, je refais une petite apparition et un montage. J'ai agrandi un petit peu le cadre, je crois, normalement, si tout est bon. Parce que j'ai oublié de vous présenter un outil, donc c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai pas détaillé le principe de l'outil parce qu'en fait, voilà, je voulais vraiment vous donner une vue d'ensemble de la manière dont je trouve qu'il peut être important d'être dans cette approche interculturelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me porte et c'est ce qui anime toutes mes formations et c'est ce qui voilà, fait que pour moi, il s'agit réellement d'une approche interculturelle. Et en fait, je voulais vous proposer, enfin, juste vous montrer comme ça, alors de loin, on voit, vous avez cette représentation visuelle. Je travaille beaucoup sur ces éléments-là et bon, c'est pas l'objet de ce webinaire, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, même si pour moi il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de passerelles à faire avec tous ces outils qui peuvent être de réflexivité. Enfin, en tout cas, moi j'ai puisé énormément de ressources et de création et de réflexion en tout cas aussi. Donc là, vous avez représenté 3 cercles et à l'intérieur, on y a déposé différentes compétences, différentes aptitudes, différents qualificatifs pour une personne. Cet outil, c'est un élément qui est un outil final de réflexivité qui permet de garder une trace et surtout de compiler plusieurs moments de réflexivité. Ça a été fait vraiment de manière collective et individuelle. Alors je garde aussi le terme collectif parce que derrière ça, on peut y mettre des différents travaux de groupe, les différents aspects du travail collaboratif, coopératif, etc. Je rentre pas dans les détails, mais ça en fait partie aussi également. Et des temps individuels parce qu'en fait c'est aussi quand on travaille seul de manière indépendante il y a aussi ces attitudes qui finalement le regard de l'autre peut nous aider aussi à nous dire hein, voilà quelles compétences est-ce que j'ai, quels sont mes points forts, etc. Donc ce travail s'est fait tout au long d'un semestre avec des apprenants. Et en fait, là, c'est qu'ils ils m'en ont fait un pour moi. Alors, j'ai trouvé ça, voilà, ça me laisse en plus un souvenir, une trace qui n'est pas anodine, je dois vous l'avouer, et qui a beaucoup d'importance pour moi finalement.
parce que cette relation, enfin, dans ce groupe, c'est pareil, il y a eu beaucoup de... On est passé par différentes étapes, le groupe est passé par différentes étapes, et on est vraiment allé... voilà, chaque cercle correspond à des éléments en particulier, et puis on a eu des temps de réflexion qui sont venus, qui se sont créés aussi au fur et à mesure de la vie du groupe, de ce que l'on travaillait, etc. Et c'est un chouette travail finalement de visualisation qui arrive à la fin d'un cursus d'apprentissage en tout cas. Donc c'était quelque chose qui était vraiment intéressant à aller explorer. Voilà, même si vous ne le voyez pas en détail, et je ne vous indique pas non plus toute la démarche que j'ai suivie, parce que pour moi elle était propre aussi à ce groupe, même si c'est vrai que j'utilise certaines choses qui sont récurrentes et que l'on peut retrouver dans cette approche interculturelle. En fin de compte, c'est aussi pour vous montrer qu'il faut être à l'écoute de son groupe, et que cet aspect aussi de collecter au fur et à mesure les différents retours que l'on peut avoir suite à l'expérience que l'on vit en classe. Donc je vais couper là et vous remettre sur la suite de la présentation du webinaire. Voilà, donc un des leviers de cette approche interculturelle, vous le voyez, touche un travail sur vraiment les dynamiques d'un groupe. Alors évidemment, on pourrait faire un gros focus sur il y a des modules de formation sur les dynamiques d'un groupe, sur la dynamique d'un groupe. Moi, j'aime bien le mettre au pluriel. Donc vraiment, moi, je vous incite vraiment à aussi travailler ces aspects-là. Pour moi, c'est aussi un des leviers et un des ingrédients. Alors j'aimerais vous partager aussi ici un petit ouvrage que j'adore et que je vous conseille, qui est l'interculturel en classe de FLE. Alors ça fait partie des outils malins du FLE de chez PUG. Et par exemple, à l'intérieur, on a des activités pour faire connaissance. Par exemple, on va partager ce que l'on aime sentir, ce que l'on aime regarder, ce que l'on aime toucher. Vous voyez, on est sur les sens. On va avoir des activités qui vont permettre de travailler les stéréotypes, travailler les préjugés, la discrimination, tout ce qui est choc culturel, tout aussi ce qui concerne, il y a une partie aussi sur tout ce qui est voyage scolaire, etc. Enfin, tout ça, ça englobe l'interculturel. Mais vous voyez, par exemple, si, je sais pas, on a ici des enseignants de Pologne, je suis enseignante polonaise, mes apprenants sont polonais. Vous voyez que ces activités, en fait, elles permettent de faire un travail, pas vraiment sur des faits culturels, mais vraiment sur cette compétence interculturelle au sein de la classe. Donc, elle me permet en fait, ces activités permettent en fait d'être vraiment sur une approche interculturelle où l'on travaille la relation à l'autre. Et toutes ces compétences, en fait, elles seront transposables et transférables dans des contextes de communication ou rendent plus fortement en compte des aspects relatifs à la langue ou les langues et aux cultures. Donc, en fait, quand on fait ces activités, il faut pouvoir les poursuivre avec quelque chose qu'on retrouve dans cet ouvrage, où souvent on a une petite rubrique dans chaque activité pour aller plus loin. On le retrouve de temps en temps, pas tout le temps, alors que pour moi ça devrait être tout le temps. Mais dans ce pour aller plus loin, souvent on a des questionnements. Par exemple, il y a une activité sur il faut pouvoir déterminer au sein du groupe les points communs et les différences. Et du coup, il y a un petit travail de questionnement. Est-ce qu'il y en a qui vous surprennent? Est-ce que vous attachez est-ce que vous attachez plus d'importance aux points communs ou aux différences? Il faut expliquer pourquoi. Et donc vraiment, pour aller plus loin, pour moi, toute la clé, elle est là. Cette dimension interculturelle, cette démarche interculturelle, et qui est du développement personnel, mais aussi de compétences professionnelles, en fait, on est vraiment dans cette réflexivité sur ce que les activités permettent et ce qu'elles font travailler en nous et au sein de chaque groupe. Donc là, c'est important de vraiment d'avoir ça en tête quand on lit ce petit ouvrage, que vraiment je vous conseille, parce que vous avez toutes les notions clés, vous avez beaucoup d'exemples. Là, la petite citation que je vous ai donnée tout à l'heure, elle est extraite de cet ouvrage. Enfin voilà.
Et notamment aussi ce que permet ce petit ouvrage, bah, c'est de travailler un peu sa créativité. Et là, ça me revient pour moi à un ingrédient qui est aussi important, c'est que la créativité, c'est pour moi un ingrédient de cette approche interculturelle. Parce qu'on a dans les manuels des pages dites culturelles, très souvent qui sont à part, même si cela dépend des manuels. Alors c'est souvent des thématiques qui sont descriptives, enfin des contenus descriptifs, des contenus informatifs, et c'est très bien, on en a besoin, et souvent c'est pour ça que on recherche des ressources et on recherche des documents, etc., etc. C'est normal, c'est logique. Mais du coup, il faut pouvoir y apporter cette dimension de travail de groupe et de réflexion sur nos modes de fonctionnement. Parce que très souvent dans les manuels, bah, on a tout un contenu. Et chez vous, comment c'est? Je pense que vous avez tous déjà vu ce type d'activité. Sauf qu'on ne va pas au-delà, alors qu'on peut, vous voyez, aller au-delà. Et mieux se connaître soi, et mieux connaître l'autre et les autres. Donc s'ouvrir à l'altérité. Et ça doit être apporté du coup par nous. Donc il faut, pour cela, arriver à trouver un équilibre. Ouais, vous allez me dire, ça c'est un ingrédient? Bah oui, c'est un ingrédient. Arriver à trouver un équilibre entre l'importance de la formation à l'interculturel, de ces acteurs sociaux que sont nos apprenants, et à la prise en compte des progrès aussi langagiers de nos apprenants, vu que c'est ce que nous travaillons. Donc c'est important de trouver un équilibre entre les deux. Et l'enjeu est de taille, et il faut faire travailler en groupe et avoir en plus comment dire? Ces moments de prise de recul et ces moments de réflexion, et bah, tout cela aussi, le problème, c'est que ça demande ce dont on manque généralement beaucoup, c'est du temps. Mais l'adopter, l'accepter, c'est gagner du temps sur plein d'autres aspects, et c'est gagner aussi en maturité du groupe. Hem En fait, il s'agit vraiment d'appréhender la diversité culturelle comme un enrichissement, mais cette diversité interculturelle aussi dans nos modes de fonctionnement, dans la prise en compte des autres. Et en adoptant cette démarche, les apprenants vont pouvoir acquérir des compétences du coup qui sont évidemment non seulement langagières, mais aussi éthiques, aussi citoyennes, au sein même de l'apprentissage de la langue. Alors, vous allez me dire, ouais, que ça fait ça fait un poids en plus. Mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme une place privilégiée, je l'ai dit tout à l'heure, et une place privilégiée qui, du coup, pour nous est aussi justifiée. Je le répète, hein, je vous l'ai dit au tout début, pour moi c'est un peu comme une philosophie de vie aussi, c'est dans nos rapports de tous les jours. Alors c'est pas pour ça qu'il faut toujours s'analyser et analyser comment on fonctionne, mais en tout cas c'est réellement une source d'apprentissage et qui vont nous permettre vraiment de développer cette compétence interculturelle. Et on le voit bien, le monde en a besoin, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Donc en fait, donc voilà. C'est oui, c'est quelque chose c'est qu'en fait j'ai envie d'en dire plus, mais voilà, c'est que là on est vraiment sur des questions qui sont fortes et qui pour moi me tiennent à cœur. Donc et c'est pas facile dans notre petite sphère qui est une classe de langue de pouvoir traiter ces questions. Pourtant elles sont au cœur de notre travail. Alors bon, pour le coup, pour revenir un petit peu à des choses plus concrètes, moi j'aime bien par exemple créer des rituels avec mes apprenants. Là je voyais par exemple ce matin avec, avec les participants, du coup, je leur disais par exemple sur des faits d'actualité, mais j'y reviendrai après, notamment dans la partie questions-réponses. On peut créer des rituels sur, voilà, les apprenants viennent avec un partage d'une actualité, et puis il y a un petit échange. Et si on a habitué nos apprenants à être dans ce travail de réflexivité, de savoir quels enseignements aussi ils en retirent, en fait, on est dans cette conscientisation. Euh, et puis, c'est aussi, par exemple, avoir des rituels, notamment par le biais de petites activités qui peuvent être ludiques, sur des jeux 2D, des jeux aussi à partir de... Voilà, je vous parle d'un jeu 2D parce qu'en fait, c'est par exemple un dé sur lequel il peut être écrit des petites phrases, et ces phrases, en fait, vont permettre de travailler un fait de langue, enfin une structure langagière, pardon. Mais sur ce dé, on a des petites phrases du coup, à transformer, et ces phrases
base qui apparaissent déjà sur le dé permettent en fait de connaître le groupe. Donc travailler ces rituels de connaissance du groupe et de conscientisation et de régulation d'un groupe permet de travailler cette approche, ces compétences interculturelles. Donc, développer des aptitudes à l'interculturel implique un travail en interaction. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de ne pas stocker des informations culturelles ou des données culturelles, mais c'est vraiment de doter les apprenants d'outils pour réguler ces relations quand l'altérité, notamment, crée des problèmes d'interprétation du comportement, et qu'il soit verbal ou non verbal. Et c'est aussi, du coup, de doter les apprenants de ressources pour conscientiser. Donc là, je reviens à ma petite partie sur le show doudou que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils ont vraiment besoin de ressources pour conscientiser, ils ont besoin de ressources pour réguler la relation à l'autre afin d'éviter ou d'anticiper, ça c'est encore mieux, tout risque de malentendu, tout risque de tension, et même aussi quand tout se passe très voire trop bien, parce que même quand tout se passe bien, on peut se dire tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, ou on pourrait se poser ces questions-là. Pour des groupes qui sont matures, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir aussi cette démarche-là. Bon, c'est peut-être un peu, là je vais peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, bon, c'est quelque chose que l'on peut être amené à avoir. Et on le sait, des chercheurs le montrent, quand on apprend une langue, cela amène vraiment des changements qui sont extrêmement profonds, et ça engage vraiment la personne dans sa totalité. C'est pour ça que, en tant qu'enseignant de langue, on ne peut pas uniquement s'intéresser à l'aspect langagier. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment à repenser à vos apprenants quand ils échangent, quand ils travaillent en groupe. Replongez-vous aussi vous-même dans un travail avec des collègues qui, bon, peut être parfois, souvent c'est pas simple, et puis de toute façon tout travail de groupe n'est pas simple, donc on l'a vu, il est essentiel d'accepter qu'il ne s'agisse pas d'une progression qui s'arrête, c'est vraiment une progression qui est en continu. Cela prend du temps et cela demande des efforts qui sont réellement constants. Alors là, je vais vous montrer en fait une photo que j'ai prise l'année dernière avec des collègues, des enseignants à Barcelone lors de cette formation qui avait eu lieu à l'Institut français. Et il s'agit, comme je vous l'ai indiqué ici, d'un temps d'échange et de réflexivité suite à une activité. Et là, vous voyez, on est dans une configuration qui est très forte. On est dans une configuration en cercle. Alors, je ne reviens pas sur ces questions-là. Voilà, ce que là, j'enchaînerai sur une autre thématique. Mais vous voyez, si on a changé la disposition, il y a un travail d'écoute qui est mené par l'enseignant, c'est-à-dire qu'aussi, il faut être vraiment à l'aise avec ça. Et puis bon, je vais y revenir après, mais il faut vraiment être à l'aise avec tout ça, il faut pouvoir mener cette réflexivité, faire en sorte aussi que ce soit équitable. Vous voyez, là, j'avais un groupe d'une vingtaine d'enseignants. Il faut pouvoir aussi faire en sorte que chacun prenne la parole. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et donc, c'est pour ça que dans ce travail réflexif, évaluer le travail du groupe, de son groupe, de ses camarades, de sa propre évaluation, c'est vraiment pas du tout aisé. Et c'est pour ça que, même si on parle des apprenants, de l'apprenant, c'est aussi à l'enseignant de développer sa compétence interculturelle, sa relation à l'autre, aux autres, à un groupe. Alors c'est un peu particulier, là je vous ai mis une photo, une image avec cet enseignant, puis il est devant des chaises vides, mais c'est pour vous montrer qu'il est important aussi déjà d'être soi-même dans cette compétence-là, et d'être dans anticiper la manière dont nos groupes vont travailler. C'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, il est important de s'informer. C'est pour ça aussi que je vais vous donner après quelques liens, des ressources qui vont vous être personnelles pour faire un peu une veille culturelle, interculturelle. Ça ne sera pas forcément des choses que vous allez travailler avec vos apprenants, mais c'est pour vous. Donc du coup, c'est aussi transférer ses représentations, c'est clarifier ses connaissances, et puis c'est transformer du coup aussi quand même ses représentations, ses compétences, et transformer aussi ses pratiques.
Donc la posture, hein, vraiment la posture de l'enseignant, elle est essentielle. C'est un ingrédient que je vais vous redonner juste après. Mais vraiment, c'est important. Alors je reviens juste un petit peu sur la photo d'avant. Vous voyez que là, ça se faisait à l'oral, mais ce temps d'échange et de réflexivité, ça passe vraiment par un temps de verbalisation, qu'il soit à l'oral ou à l'écrit. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste vous redonner ici suite à cette question cette photo, pardon, pour que vous puissiez vous rendre compte de cela. Et je voulais passer ici un outil, une ressource de réflexivité suite à un travail de groupe qui a été fait, proposé, imaginé par un des sous-groupes un des petits groupes de l'année dernière. Donc en fait, c'est une proposition qui a été faite de manière assez amusante, je trouve. Ils ont créé un passeport de notre groupe avec en fait trois questions. Donc il y en avait une, elle concernait sa participation soi-même au sein du groupe. Il fallait donner un mot. La troisième, il fallait faire des petits dessins où on pouvait aussi écrire. Et donc, la manière, c'est comment est-ce que tu t'es senti pendant ce travail de groupe. On peut voir qu'il y en a, ça n'a pas été facile, stressé. Il y a des petits bonhommes qui font des têtes enfin, ça n'a pas l'air facile. Ça semble ne pas avoir été facile. Et vous voyez, la troisième, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Et du coup, bon là, il y avait des choses qui étaient expliquées, qui ont été partagées au sein des groupes. Et vous voyez, même avec des apprenants, par exemple, de petits niveaux, qui ont des plus petits niveaux, on peut aussi passer par tout un langage de pictogrammes, etc. Je ne reviens pas non plus sur la question parce que Julie l'a dit au tout début, je travaille beaucoup sur tout ce qui est visuel et c'est aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup et sur lequel je travaille. Donc voilà. Et donc dans tout ce travail, hein, la posture de l'enseignante et de l'enseignant, elle est primordiale et on doit vraiment avoir, comment dire, une dimension d'observation et d'écoute du groupe extrêmement fine. Voilà, je vous le donne comme ça. J'espère que quand même avec tout ce que j'ai pu vous dire, vous arrivez à peu près à comprendre ce que je souhaite dire par là. C'est pas facile, mais c'est extrêmement intéressant et vraiment quand on travaille comme ça avec son groupe, ça peut apporter des relations au sein d'un groupe qui vraiment font toute la différence. Voilà. Alors pour la suite, j'aimerais juste vous passer quelques ressources. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'interculturel en classe de chez Pug, que je trouve vraiment intéressant. J'en ai ajouté un autre, alors qui n'était pas prévu en fait à la base, mais j'y ai pensé parce que j'ai vu ce qui était proposé sur le Padlet et le jeu concours, parce qu'en fait vous avez une figure emblématique à identifier, et donc là j'ai repensé à ce petit ouvrage qui s'appelle de Denis Meyer, Clé pour la France en 80 icônes culturelles. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois la description d'une figure emblématique ou d'une icône culturelle avec une description et aussi avec des questions. Et dans ces questions, parfois on y retrouve aussi des questions qui peuvent être de l'ordre un peu de cette réflexivité. Enfin, en tout cas, on peut les amener assez facilement. On peut faire un travail vraiment très intéressant sur le choix. Enfin, ça peut nous aider aussi dans le choix de certains faits culturels à étudier avec nos apprenants et puis aussi à aller voir quelles sont leurs icônes culturelles à eux. Donc, c'est un travail vraiment intéressant qui peut être fait. Donc voilà, je l'ai ajouté un peu au dernier moment. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de ressources sur la question, mais comme vous devez aussi toutes et tous savoir, parce qu'au fur et à mesure, on accumule beaucoup de choses, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, hélas. Un autre ouvrage que je trouve vraiment chouette, qui s'appelle Bulle de France, les stéréotypes et l'interculturel en BD. Donc précédemment, c'était Hachette Fleu, là on retourne chez les presses universitaires de Grenoble. Et que je vous invite à aller découvrir pour vous. Alors, le niveau est plus élevé, mais il y a des choses aussi à faire, à adapter pour des plus petits niveaux. Donc, vraiment, allez voir. Je vous ai parlé d'une bibliographie, cytographie. Je vous mets celle que je trouve vraiment intéressante
du CIEP ou là qui est passé à France Éducation Internationale et du CRID, qui est le Centre de ressources et d'ingénierie documentaire. Moi, je vous invite à aller vous inscrire à leur newsletter. C'est extrêmement intéressant. Vous avez vraiment beaucoup de ressources. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir toute cette bibliographie, cytographie. J'aimerais passer à une autre source sur TV5 Monde. Alors, évidemment TV5 Monde, vous connaissez. Néanmoins, il y a à l'intérieur voilà, beaucoup de pépites et je préfère les redire parce que je ne sais pas si vous les connaissez. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, je vous invite à aller les découvrir. Vous avez par exemple un dossier interculturel et là, vous avez des ressources il y a un travail qui a été fait sur les dangers de l'ethnocentrisme. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. On a toute une situation avec des petites activités. Et donc, suite à ce webinaire, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on pourrait travailler travailler cette ressource et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Alors, je fais un clin d'œil à ma collègue et amie Émilie Lair, qui est aussi sur l'université d'été et qui est qui a fait pour TV5 Monde des petites, alors tout un travail en fait de didactisation et d'activité sur des ressources, des petites vidéos qui sont vraiment, vraiment super chouettes à travailler avec ses apprenants. Moi, je vous invite à aller les regarder. On a évidemment tout un travail qui est lié sur, alors je pourrais vous mettre là juste après une petite diapositive. Vous voyez, vous avez une vidéo sur manger local, un casse-tête chinois. On a là je vous invite à aller regarder une étudiante qui découvre comment est-ce qu'on peut, qui fait ses courses en Chine. Ça, c'est vraiment intéressant. Les colocataires de ma grand-mère, l'Eurovision chanson, etc., etc., etc. Ce sont des faits culturels, des choses d'actualité aussi. On a tout un travail qui vous est proposé par Émilie sur la compréhension de ces documents. Et du coup, pour moi, suite à ce webinaire, c'est de se dire, OK, j'ai ces ressources entre les mains. Si je souhaite travailler vraiment dans une approche interculturelle, qu'est-ce que je peux rajouter en plus? Qu'est-ce que je peux proposer à mes apprenants? Vous voyez, c'est un peu ce passage-là que je vous propose d'avoir. Ensuite, là, ça c'est quelque chose qui est surtout pour vous, avant tout pour vous. Mais après, à voir si vous trouvez des choses pour travailler avec vos apprenants. Là, il s'agit du profil sur Twitter interculturel FLE. Vous avez beaucoup de choses qui passent au gré des récoltes et des collectes que fait la personne qui est derrière ce profil, qui n'est autre que Manuela Ferrapinto. Et moi, je vous invite vraiment à le regarder. Elle fait une veille assez incroyable sur beaucoup de faits qui sont liés à l'actualité, à des faits culturels et qui sont divers et variés. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes sur Twitter, à aller vous inscrire à son profil et à suivre ce qu'elle poste. En tout cas, moi, je sais que ça me nourrit toujours. Une autre ressource qui me nourrit, alors ce ne sont pas non plus des documents qui sont didactisés. Là, on a une ressource qui s'appelle Brut. Et comme son nom l'indique, en fait, ce sont des courtes vidéos qui sont en plus sous-titrées. Donc ça, pour nous, profs de langue, c'est plutôt bien. Et en fait, vous avez vraiment des témoignages, un ou des témoignages bruts. Voilà, il y a une question, une thématique qui est posée, la personne il y a des profils qui sont proposés. Moi, j'ai une ressource que j'aime bien regarder parce qu'en fait, je découvre souvent des choses qui ont souvent trait à l'actualité, mais pas que. Et on voit parfois des groupes d'appartenance avec des gens qui témoignent sur ce qu'ils font, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment ou ce qu'ils pensent. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve très souvent des choses intéressantes à aller explorer, que ce soit vraiment déjà avant tout pour moi, pour travailler cette compétence interculturelle et cette ouverture à l'autre, mais aussi pour nos apprenants. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager. Une autre ressource qui s'appelle, alors c'est une application en fait que vous pouvez installer sur votre téléphone notamment, ou que vos apprenants peuvent installer sur leur téléphone. Dans cette application, en fait, on reçoit, parce que c'est toutes les semaines. Si vous l'avez, vous le recevez le vendredi. Alors attendez, c'est le vendredi. Vous recevez 5 actus
à 5h05 exactement. Et c'est vraiment, voilà, très, très rapidement, vous avez 5 actus qui sont, euh, qui sont données un peu, c'est des données qui sont informatives, hein, et descriptives, mais ça donne de la matière, c'est d'actualité. Moi, souvent, je dis à mes apprenants d'aller lire, d'aller les lire. C'est une fois par semaine. Les textes sont pas longs. Des fois, ça emmène, ça envoie vers d'autres liens et d'autres ressources. Mais voilà, si ça intéresse, il y a des choses intéressantes à aller, à y trouver et peut-être à exploiter avec vos apprenants. Très souvent dans les formations à l'interculturel, c'est souvent je me base souvent sur cette petite ressource que j'aime bien. Et donc vraiment, ça a été fait par le magazine Phosphore, donc vous allez me dire, voilà, c'est plutôt peut-être pour des adolescents, mais pas que, parce que moi, très souvent, je trouve des sujets aussi d'actualité, comme il s'agit de l'ouverture à l'autre, même si parfois il y a des sujets d'actualité qui sont un peu plus orientés pour les ados, vraiment, on les retrouve aussi pour des adultes, donc je vous invite à aller regarder. Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Alors, je passe un peu du coq à l'âne. Là, je vous ai mis sur les 2 dernières diapositives des extraits du CECR et du volume complémentaire, en fait, du cadre européen commun de référence pour les langues. Et je vous ai mis, voilà, 2 extraits. Bon, je reviens pas dessus. Moi, je vous invite à aller regarder. Il y a sur le premier, c'est établir un espace pluriculturel. On a des compétences interculturelles vraiment à l'intérieur. Il y a aussi tout un aspect sur la médiation de la communication. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ces éléments de réflexion en tête. Donc après, à voir comment est-ce qu'on peut les intégrer et l'intégrer en classe par le biais d'activités, etc., etc. Voilà. Donc on passe à la partie questions-réponses. Et comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai réenregistré cette partie de présentation. Je vais tout simplement coller la partie questions-réponses qui avait été du coup enregistrée en direct. Donc j'espère que vous m'entendrez de manière assez bien aussi pendant ces questions-réponses parce que c'est vrai que la qualité est un peu moins bien que l'enregistrement. Peut-être est-ce que vous connaissiez certains outils? Est-ce que vous pratiquez cela? Est-ce que moi, je ne sais pas. Personne. Pourtant, vous êtes nombreux. Hein. Alors, Clémence qui demande, avez-vous des idées pour travailler l'interculturel en cours ado? Mais en fait, c'est pas assez. Alors, en fait, moi, je me base vraiment pour dans ce webinaire. Moi, c'est vraiment sur cette idée de comment est-ce qu'on peut interagir avec nos apprenants et surtout pour les adolescents qui sont avec des émotions. Enfin, ils ont ils sont assez bruts. Les adolescents, ils sont en pleine construction de leur identité, donc c'est pas facile. Moi, j'aime beaucoup avec des adolescents justement travailler sur des faits d'actualité et être à la fois sur des aspects langagiers et linguistiques évidemment, mais j'ai toujours ce temps aussi où quand on est dans ce questionnement et quand je les fais travailler en groupe, d'avoir un regard après sur la manière dont ils perçoivent le monde. Mais le monde, c'est aussi juste le monde, déjà leur petite sphère avec leurs camarades. Et j'essaye après à chaque fois de transposer. C'est pour ça que pour moi, c'est assez compliqué d'expliquer parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est en fait, c'est un temps de dialogue à avoir aussi avec ses apprenants. Donc après, au niveau des ressources, j'aime bien par exemple à utiliser Give Me Five, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le monde des ados, par exemple, aussi, ça je peux vous mettre ce matin un des participants en parler. Après, ça, pour moi, ce sont des ressources qui permettent de travailler des faits culturels, qui permettent de travailler des aspects d'actualité. Mais est-ce qu'on est dans une démarche interculturelle? Voilà, c'est là où je me pose la question, en fait, et où je vous pose la question aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux. Je peux vous partager aussi sur un jour une actu, un jour une question. Je ne vous mets pas les liens, je vous laisserai les regarder.
Vous pouvez juste faire un copier-coller, aller dans un moteur de recherche et en fait, vous allez trouver des ressources que vous pouvez après exploiter, après didactiser. Bien, Donc, je sais pas si merci. vous avez... Alors là, il y a une autre question. Alors, Tiffaine qui demande, petite question sur la deuxième activité, sur les choses à améliorer. Était-ce sur eux-mêmes ou sur les autres? Alors, voilà. Ça, c'est une bonne question. Mais en fait, justement, dans cette démarche, je trouve, alors bon, moi pareil, c'est personnellement, j'aime bien plutôt d'abord commencer les faire réfléchir eux-mêmes, sur eux-mêmes, se poser la question, d'essayer d'analyser quelque chose que j'ai fait en groupe ou même que j'ai pu faire juste seul, individuellement, parce que parfois on propose des tâches qui sont individuelles et se dire bah, comment est-ce que j'aurais pu améliorer mon travail, comment est-ce que j'aurais pu mieux faire. Quand on a la dimension de camarade, c'est comment est-ce que j'aurais pu peut-être mieux apporter quelque chose de différent et comment est-ce que le travail aurait pu être mieux avec mon groupe. Donc là, c'est d'abord soi. Moi, j'aime bien leur faire écrire, je propose souvent des petits outils assez simples où en fait ils vont être amenés à le verbaliser, soit à l'oral, mais j'aime bien aussi pas le faire à l'écrit. Et ça, on le garde. Tout ça, il faut le compiler. Et petit à petit, je les amène aussi à être dans des retours qu'ils vont pouvoir faire aussi à leurs camarades. Mais ça, pareil, il faut pouvoir cadrer les échanges. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ce soit, qu'en fait, on commence à avoir des réactions ou des critiques qui peuvent être très fortes. Non. Il faut les faire de manière constructive. Par exemple, je vous ai parlé du petit chaud-doudou là que je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous le remonte avec ce petit papier. Par exemple, comme on peut travailler avec des amorces, il m'arrive par exemple de proposer, attendez, je crois que j'en avais mis quelques-unes de ce, euh, voilà, par exemple, ça pourrait être bah, dans notre travail, j'ai apprécié quand tu blablabla. Ou alors, si on essaie de le tourner un petit peu différemment, alors après, vous allez me dire, oui, il faut l'aspect langagier, mais c'est là où vous dites, est-ce que je le fais en français ou dans la langue que l'on partage? Euh, on pourrait mettre, par exemple, ce qui m'aurait aidé dans notre travail, c'est que blablabla. C'est pas forcément de dire, oh, tu as été comme ci, oh, tu as été comme ça. Non, pas du tout. C'est essayer d'être constructif, de voir ce qui aurait pu faire améliorer, ce qui aurait pu améliorer le travail ensemble. Et en avoir conscience, en fait, ça permet aussi d'identifier nos points forts et ce que l'on peut travailler. Et d'être attentif aussi à cette ouverture de l'autre. Quand je vous disais ce lien, on parle beaucoup de l'empathie, qui est parfois un petit peu aussi galvaudée à mon goût, mais bon, l'idée c'est quand même, on est là, c'est essayer d'identifier aussi ce que je fais, ce que ça peut entraîner. Et quand on travaille, quand on est en présence de différentes cultures, c'est ça aussi. Et dans notre jargon, ça peut entraîner des imperculturels, etc. Donc moi, en fait, dans ce que j'essaye de vous montrer, c'est que j'essaie de ramener à quelque chose que l'on, avec de simple, entre guillemets, parce qu'en fait, ce sont des interactions que l'on a tout le temps avec nos apprenants. Bien, merci. Alors là, on a une question d'un anonyme, spectateur anonyme. Alors, quand faire place à une activité plus culturelle dans le cours et quels sont tes supports favoris pour montrer des faits culturels? Moi, je m'adapte à chaque fois au groupe. Donc, en fait, j'en ai pas forcément. Là, je vous ai partagé là, le monde des ados, etc. J'ai pas forcément. Enfin, moi, j'aime beaucoup créer. Euh, il y a cette question des rituels. Moi, j'aime bien créer des rituels. Évidemment, parfois, je vais faire certains choix en fonction de faits culturels, mais ça va venir en fonction de l'actualité. J'essaie toujours de créer du lien par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'environnement. Je parle d'environnement de là où je me trouve. Bon, comme par mon travail, je suis souvent amenée à bouger. J'essaie toujours de m'intéresser là où je suis à des choses qui se passent, essayer de si je dois faire une activité qui est en lien avec un aspect culturel, de le glisser à un moment donné, mais il faut s'amuser avec ça. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait même être tout le temps là dans tous les cours. En fait, il faudrait même pas se poser la question de savoir quand est-ce que je vais le faire. Pour moi, c'est automatique. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui est lié à, à la culture, qui est lié à l'actualité. Moi, par exemple, je disais ça ce matin avec les apprenants du module de l'atelier, c'est que moi j'aime
J'aime bien par exemple que quand j'ai un groupe, que les apprenants, tous les jours, ils viennent avec une information. Ils viennent avec quelque chose qu'ils ont vu à la télé, qu'ils ont entendu, qu'ils ont regardé sur Internet, parce que là, l'atelier du matin, c'est sur l'éducation aux médias, donc on parle notamment de tout ce qui est information et notamment tout ce qui est actualité. Et donc, en fait, j'aime bien par exemple que mes apprenants, bah voilà, j'ai prévu, on a déjà un petit calendrier, mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps, parce que l'idée, c'est que c'est un rituel. Et en fait, ils partagent une actualité et on a un échange assez rapide sur ça. Ça va prendre un petit peu au début du temps pour qu'ils comprennent ce mécanisme on partage un fait culturel et on va avoir un retour dessus. Qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et en fait, petit à petit, moi, ça me permet, en fait, avec des apprenants même qui ont des petits niveaux, de parler d'altérité, de parler de se décentrer, de parler de l'ethnocentrisme. Moi, souvent, mes apprenants connaissent ces termes assez rapidement parce qu'en fait, je les travaille et je les intègre petit à petit. Et parce qu'en fait, ils les comprennent parce qu'en fait, j'essaye de leur faire vivre. Merci. Alors là, on a Wilfried Auge, qui dit qu'il travaille à la campagne dans un collège et dit « Je trouve qu'ils ont une vision du monde trop ethnocentrique. Que peut-on y faire avec des groupes d'ados de 12-13 ans? Je suis à 55 km de Madrid et il y a des élèves qui ne vont quasiment jamais à la capitale et qui même ne voyagent presque jamais. Et j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre que le monde est très différent et beaucoup plus varié que leur environnement culturel. » Ouais. Alors ça, je peux imaginer la difficulté. Donc là, du coup, bah, c'est... Bon, moi, je pense que ce que je ferais, entre guillemets, bon, après, je suis pas... C'est pas... Bah, justement, ce travail sur le groupe, déjà, au sein même du groupe, et ce travail-là, en fait, c'est d'arriver à faire travailler... je vais essayer de m'exprimer plus clairement. Travailler avec le groupe sur ces questionnements-là. Tout ce que j'ai pu déjà vous dire là sur ce travail, je vais m'intéresser à mes camarades. Ok, on se connaît certainement depuis longtemps parce qu'en fait, en plus, on est au même endroit, on est isolé. Je pense que là, dans la question de cet enseignant, il y a une forme aussi d'isolement et de manque de contact et de montrer qu'en fait, à l'intérieur du groupe, même si on se connaît, il y a plein de différences. Donc du coup, par là, essayer de raccrocher à des choses et à essayer de faire le lien avec des choses qui viennent de l'extérieur. Et je sais que ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis très claire dans la manière dont je m'exprime, mais en fait, c'est dans notre posture, c'est d'arriver à avoir un travail sur notre groupe et de dire, vous voyez, au sein de notre groupe, déjà, on est différents, déjà, on a des points de vue différents, on a des façons de faire différentes. Donc là, du coup, c'est après raccrocher avec l'environnement un peu plus large pour pouvoir faire des ponts et montrer des choses. On a beaucoup, là, par le biais de la vidéo aujourd'hui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans un discours stéréotypé. C'est pas parce que j'ai vu que dans une vidéo ou j'ai lu un article que c'était comme ça que tout est comme ça. Parce que je me rends compte que au sein de ma classe, justement, sur un même point de vue, on est déjà tous différents, on peut avoir aussi différentes façons de penser. Donc, il faut arriver à être dans ce dialogue-là et de cette maîtrise aussi de ces concepts qui sont liés à l'interculturel. Je ne sais pas si ça va trop aider l'enseignant, mais moi, je vous invite vraiment à aller lire davantage sur ces concepts dans la bibliographie que je vous ai donnée, d'aller regarder davantage sur ces concepts de se décentrer, de décentration, d'ethnocentrisme aussi, que tout ce qui concerne les stéréotypes, les préjugés. Souvent, on s'amuse à les lister. Et c'est bien, il faut les lister, il faut en prendre compte, mais il faut se dire aussi qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse se poser comme ça? Non, il faut en faire quelque chose, il faut pouvoir. On a dans notre posture, on doit. C'est indispensable de pouvoir dire qu'il faut aller au-delà. Alors, ça ne veut pas dire qu'un coup de baguette magique et c'est bon, non, parce que sinon, il n'y aurait pas tous les soucis qu'on peut voir dans le monde. Mais en tout cas, c'est de montrer qu'il faut être dans une autre façon de voir les choses. Merci beaucoup. Et là, on a deux questions qui se rejoignent un peu entre Sophie et de Blas.
Alors Sophie qui dit que vous avez suggéré de ne pas hésiter à communiquer dans la langue que l'on partage avec nos étudiants. Comment l'introduisez-vous dans un cours de FLE? Comment la justifiez-vous auprès des élèves? Et Blas qui pareil dit, vous avez parlé des différences entre les personnes plutôt que de l'aspect interculturel. Vous avez parlé du recours à la langue commune pour exprimer ses sentiments. Mais d'après vous, il est où le juste milieu entre la pratique de la langue et l'interculturel? Le niveau de langue de nos apprenants limite beaucoup les possibilités d'activité. Donc voilà, c'est autour de la langue commune. Est-ce que tu peux juste répéter la fin? J'ai pas entendu. Ah pardon. À partir de, d'après vous, il est où le juste milieu? Je refais toute la question de Blas. Vous avez parlé des différences entre les personnes plutôt que de l'aspect interculturel. Vous avez parlé du recours à la langue commune pour exprimer ses sentiments. Mais d'après vous, il est où le juste milieu entre la pratique de la langue et l'interculturel? Le niveau de langue de nos apprenants limite beaucoup les possibilités d'activité. Mais c'est pour ça qu'en fait, alors, c'est à soi, à vous de voir en fait en fonction de votre groupe. Il faut pas non plus que les dialogues, ces temps d'échange, et s'ils sont faits dans la langue des apprenants, durent non, il faut arriver à les cadrer en fait. Il faut arriver à ce que ce soit assez. Je vais essayer de vous donner. Est-ce que j'ai un exemple qui est assez que je peux vous décrire? Je vais essayer de réfléchir à ça. J'essaie de reprendre une activité où en fait là mes apprenants donc étaient d'un niveau A1. On fait une activité et donc là je leur demandais justement comment ils s'étaient sentis. Et donc, ils ne pouvaient pas me donner, en fait, ils ne pouvaient pas m'exprimer en français, mais j'avais en fait j'avais des photos, donc on appelle ça du photolangage. Donc, j'avais plusieurs photos avec des émotions et il fallait en fait qu'ils m'indiquent comment est-ce qu'ils se sentaient suite à l'activité. Et en fait, moi, j'ai donné une petite phrase en leur disant, bah voilà, gardez ça en tête. C'est aussi le lien que vous tissez avec vos élèves, vos apprenants. Gardez ça en tête. C'était difficile, c'était bien. Bon, gardez-le, c'est une indication. Et donc ça, pour le coup, je l'exprimais en anglais parce qu'on avait l'anglais en langue commune. Et puis voilà, c'est tout. Je suis pas non plus rentrée. Moi, je suis pas psychologue, donc je rentre pas dans tous ces débats-là. Néanmoins, voilà, par le biais de ces photos, ils ont pu identifier leurs émotions. J'essaie de trouver un autre exemple. Par exemple, ça peut être aussi sous forme de mots. Donc là, je vais faire le lien, je pense, avec la question. Il faudra que tu me la rappelles, celle de Sophie. Mais par exemple, ils vont me donner un mot dans leur langue pour décrire justement ou une phrase. Je leur demande juste une phrase. Je ne vais pas leur demander d'écrire et d'écrire et d'écrire. Je ne vais pas leur demander de parler, de parler, de parler. C'est parfois un partage qui peut être fait, qui est automatique. Ça devient rituel. Mais en fait, on partage de manière assez courte. L'idée, c'est pas de rentrer, c'est là l'équilibre va se faire à ce niveau-là. Est-ce que tu peux me rappeler juste la question de Sophie pour peut-être que je peux y raccrocher quelque chose d'autre? Vous avez suggéré de ne pas hésiter à communiquer dans la langue que l'on partage avec nos étudiants. Comment l'introduisez-vous dans un cours de FLE? Comment le justifiez-vous auprès des élèves? Ouais. Mais en fait, justement, moi, je leur explique que c'est aussi pour améliorer. Alors, améliorer, moi, j'hésite pas à parler d'interculturel. Alors, et ça me permet, voilà, de faire le lien aussi avec ce qui a été redit. Pour moi, enfin, je vous l'ai dit en tout début, quand on est dans une relation avec quelqu'un, de personne à personne, c'est de l'interculturel. Et l'interculturel fait qu'il faut aussi se questionner sur soi, sur ses modes de fonctionnement. Là, ce que je vous explique, c'est assez complexe, hein, c'est très complexe, c'est assez difficile à expliquer. J'essaye, moi, de le faire vivre quand je suis en formation ou en cours avec mes apprenants. C'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de petites phrases aussi, de retours. Je fais beaucoup de retours en disant, par exemple, en montrant par exemple qu'un travail était bien fait, en disant bah tiens là c'est la manière dont tu as travaillé, c'était intéressant. Et je m'arrête là, je vais pas forcément en dire plus. Sur l'aspect où par exemple, je vais demander à mes apprenants justement sur l'aspect utilisation de leur langue. Je leur dis, bah, si vous pouvez le faire, vous le faites en français. Répondez à la question en français. Si vous ne pouvez pas, faites-le dans votre langue. Et souvent, en fait, je vois les apprenants qui aiment bien utiliser d'abord leur langue et après, ils vont aller chercher en français. Et aussi, on va partager, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, leur vécu ou ce qu'ils vont pouvoir nous dire dans leur langue.
Mais en fait, il y a quand même toujours un passage en français que j'essaye de faire, soit par la traduction de certains mots-clés, parce qu'en fait, c'est ces mots-clés, en fait, c'est tout ce qui va faire que c'est une grille, en fait, nos critères qui vont nous permettre de se dire bah, sur quoi est-ce que je peux travailler, quels sont aussi les points, les questions que je dois moi-même me poser. En fait, petit à petit, on arrive à rentrer dans une certaine façon d'envisager et d'analyser aussi nos façons de faire et d'interagir avec l'autre. Donc, généralement, mes apprenants, quand ils comprennent que même si là, je fais une parenthèse dans leur langue, en fait, ça n'a pas d'incidence sur leur travail ou sur leur apprentissage. Et en fait, dans le temps, on se rend compte que dans le temps, tout ce questionnement-là nous fait gagner un temps fou sur la manière dont nos apprenants vont travailler ensemble. Ou en tout cas vont aussi interagir. J'ai peut-être un autre exemple à vous donner. Pour vous illustrer ça, il y a longtemps, j'ai travaillé dans un pays asiatique. Je travaillais dans un lycée. Et bon, je travaillais en Thaïlande. Je ne parlais pas thaï. Et alors, c'était il y a longtemps. Hein, on n'avait pas, on travaillait encore avec des disquettes. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était pas des clés USB, c'était des disquettes. Et tout était en thaï. Tout était. Enfin, puis j'étais dans un endroit où c'était assez compliqué, justement, de manière un point de vue interculturel, c'était assez compliqué. Et cet étudiant, en fait, moi, j'arrivais toujours en avance avant mon cours pour installer la salle informatique, mais je galérais à chaque fois parce que tout était écrit en thaï. Enfin, voilà, c'était pas facile. Et puis, il y avait pas, moi, j'installe toujours beaucoup de choses. Je travaille de manière visuelle. J'ai toujours plein de choses en classe. Et cet élève avait remarqué mes difficultés. C'était, si je stigmatise l'élève, c'était un des élèves qui étaient les moins bons de la classe, qui n'était pas du tout passionné par le français. Sauf qu'il avait vu mais que j'avais du mal parfois même à trouver quelqu'un parce que personne ne parlait, il y avait très peu de personnes qui parlaient anglais. J'étais la seule française dans cet établissement. Et cet élève, en fait, pour moi, il avait, au niveau justement interculturel, il avait cette ouverture il avait identifié que j'avais des difficultés. Il avait vu aussi que j'apportais toujours plein de choses en classe. Et en fait, il a pris l'habitude, alors que je lui ai rien demandé, de venir m'aider. Il arrivait toujours peu avant, il venait m'aider. J'avais toujours des boîtes ou des valises. Hein. Donc en fait, voilà, il venait et puis il m'aidait à installer. Et en fait, comme ça, on parlait. Alors lui, on arrivait, on échangeait en anglais. Et en fait, petit à petit, sur cette forme d'interaction qui n'avait rien à voir avec nos cours de français, en fait, je disais toujours la phrase en anglais, je passais en français. Je faisais toujours ça. Alors, je dis pas qu'il a fait d'énormes progrès. Néanmoins, cet élève, en fait, il a été davantage, je sais pas, impliqué dans l'apprentissage du français. Il a communiqué davantage aussi avec ses camarades qui ont petit à petit davantage été attentifs à ce que je faisais et qui m'aidaient absolument pour tout, pour installer la salle, pour la ranger. Ces élèves, en fait, donc il y avait un niveau A plutôt A2, j'en avais quelques-uns qui étaient B1. En fait, on faisait cet échange et ils m'apprenaient des choses aussi en thaï. Mais on le faisait très rapidement. Parfois, c'était aussi ce travail-là de retour. Quand c'était à l'écrit, parfois je leur demandais en dehors du temps de classe et parfois ils me l'envoyaient. Donc il y en a avec qui aussi j'ai eu des correspondances, on va dire, sur leur retour par rapport à leur travail. Là, c'était en anglais parce que beaucoup n'étaient pas capables de le faire, enfin ils n'avaient pas les compétences langagières pour le faire. Mais en tout cas, on est vraiment rentré dans cette démarche interculturelle et qui était extrêmement intéressante. Et en plus, enfin voilà, après, ça m'a pas empêché de voir avec eux aussi des faits culturels, de travailler sur les stéréotypes, de travailler. Moi, c'était très intéressant de voir. On comparait la culture thaïlandaise, la culture française, et moi, j'ai pu, par exemple, partager avec eux des difficultés. Les difficultés que j'avais d'être dans leur pays, alors que voilà, je suis à la base quelqu'un d'extrêmement ouverte, et ça m'a beaucoup questionnée. Donc voilà, c'est aussi c'est montrer qu'on va au-delà de l'apprentissage juste de la langue. Pour moi, les compétences interculturelles, ça va au-delà de la langue. Merci. Et donc, on a une intervention d'Émilie que tu as citée tout à l'heure, Émilie Hilaire, qui te remercie. Merci Cindy. Elle dit, je retiens dans ton approche qu'avant d'être dans un travail sur la culture, il faut se placer sur un travail sur soi et sur le groupe. As-tu des conseils pour faire ce travail de réflexion sur soi en tant qu'enseignant?
Hmm. Bah, communiquer, partager, parce qu'en fait, c'est dans la verbalisation que on arrive à travailler tout ça. Alors c'est un question. Moi, je réfléchis beaucoup. Alors, je suis pas universitaire. Moi, je suis quelqu'un du terrain. C'est par le biais de mes expériences que j'arrive à comprendre un peu comment est-ce qu'on peut proposer d'avoir aussi ces questionnements qui peuvent être pour nous constructifs sur notre façon d'être avec notre groupe, notre façon d'être par rapport à nous-mêmes, hein, de s'observer. Alors, si vous tapez, enfin, en cherchant un petit peu sur Internet, on trouve quelques éléments, mais c'est être beaucoup, je trouve, dans le dialogue, partager aussi, analyser ces pratiques, d'essayer de se dire, enfin, ne serait-ce que de se dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que j'aurais pu améliorer les choses. Déjà, d'être dans ce processus-là, rien que ça, c'est déjà énorme. En fait, on est déjà engagé dans une certaine démarche. Alors c'est vrai que là, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas pour moi l'interculturel, c'est pas seulement évidemment, c'est lié à l'autre. De toute façon, l'interculturel, c'est lié à l'autre, mais c'est aussi un travail sur soi. Donc, ce travail de réflexivité, c'est d'avoir un travail de réflexivité sur la manière dont j'interagis avec l'autre, la manière dont aussi l'autre a interagi avec moi. Quand on arrive à être sur ce type de dialogue, c'est extrêmement intéressant et constructif, hein. Donc, il faut verbaliser, il faut trouver, je pense, aussi des personnes avec qui on peut échanger sur ça. Donc, parce qu'en fait, ça permet de faire évoluer, d'être dans cette démarche réflexive et d'analyse. Et sans rentrer hein, sans rentrer dans de la psychologie. Enfin, moi, je suis pas du tout psychologue, mais c'est quelque chose qui est pas palpable en fait. Tout ça, ce n'est pas palpable. C'est pas, ce ne sont pas, on n'est pas je sais pas, je vais dire un peu quelque chose assez euh, réducteur, mais c'est pas, on travaille pas un point de grammaire. C'est pas, est-ce que je suis capable de conjuguer tel verbe, on n'est pas là, c'est justement une analyse qui est autre. Et pour moi, l'interculturel, c'est une analyse qui est à un autre niveau. Donc j'espère que ça répond un peu à plus ou moins à la question d'Émilie. Voilà, alors on a des questions, plusieurs d'entre vous redemandent les ressources, etc. Donc je vous rappelle, vous aurez accès de nouveau au webinaire, donc ça, il n'y a pas de souci. Il faudra remettre en ordre. Et sur les ressources, il y a aussi quelqu'un qui pose une question sur les outils pour la démarche interculturelle. Est-ce qu'il y a des portfolios, par exemple, pour évaluer la progression dans les compétences interculturelles? Alors des portfolios sur cette compétence interculturelle, alors moi j'en ai pas forcément comme ça à vous livrer. Moi j'aime beaucoup les créer. En fait, je crée beaucoup avec mes apprenants des outils justement de réflexivité ou des petits carnets. En fait, moi je suis plutôt sur cette démarche un peu de création. Je sais que j'ai déjà vu des grilles sur tout ce qui est mais plutôt qui porte vraiment là sur l'évaluation d'un travail de groupe. Pour moi, c'est voilà, donc on peut s'inspirer de ça. Généralement, dans les portfolios de langue que l'on peut trouver aussi, qui ont été faits, souvent on peut aussi être amené. Alors on le retrouve très souvent suite à un séjour linguistique, par exemple, parce que là, c'est propice à analyser ce qui s'est passé. Mais quand on n'a pas la possibilité de faire comment dire, euh, de faire découvrir, pardon, de découvrir qu'on n'a pas la possibilité d'aller à l'étranger, découvrir d'une autre culture, bah, c'est assez compliqué aussi voilà, de faire cette réflexion, d'avoir cette réflexion-là. Donc bon, on peut trouver quand même des exemples que vous pouvez essayer d'adapter. Je vois, il y a un petit commentaire où je vois Sophie qui dit que j'ai pas répondu à sa question. Ça devait être c'était sur le travail de l'aspect langue. Comment est-ce qu'on justifie l'utilisation de la langue de ses apprenants? Ah, ça doit être parce qu'on avait dit question effectivement, il y a une question plus haut dans le chat. Comment faire en tant Ah, qu'enseignant c'est pour peut-être qu'un ça qui est élève qu'on dépassé. a mis dans un groupe travaille avec ses camarades, même s'il ne s'entend pas avec eux, Mmh, générant de ce fait un conflit de classe? Voilà, c'est cela. ouais. Désolée Sophie, c'est parce que je regardais. Ah d'accord. OK. Ouais, bah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose justement, c'est une question qui est assez compliquée, hein, de se dire: «Mais comment est-ce qu'on peut faire?» Alors là, c'est un travail aussi qui va pas se faire en une fois. C'est justement quand
on est dans ce processus-là, là je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de cet apprenant qui était vraiment en retrait par rapport au groupe. Ça a pris du temps, mais malgré tout, on y est arrivé. Et après, il y a eu un regard le regard à la fois sur lui-même, parce que c'était un peu aussi ça. C'était à la fois un regard sur lui et sur les autres à changer, mais ça prend du temps. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, notre posture d'enseignant, elle est importante, parce qu'en fait, il faut pouvoir insuffler tout ça. C'est pas facile, hein. J'espère que je suis assez à peu près claire quand même dans ce que je vous présente, mais il y a beaucoup de notre façon d'être et notre façon de faire qui va être complètement, qui va jouer sur la manière dont nos apprenants vont s'observer et observer leurs camarades. Donc parfois, ça peut passer aussi par nous d'être aussi dans un discours où on va essayer de faire comprendre que voilà, c'est important, que même, bon, peut-être que là, vous ne vous entendez pas, mais voilà, c'est un travail. Et puis, d'être après dans une autre type de réflexion et qui peut parfois amener, du coup, à avoir un autre regard et se dire, OK, peut-être que c'est pas quelqu'un avec qui je m'entends très bien, peut-être que j'ai du mal à travailler avec lui, mais on va faire en sorte tous les deux que ça se passe bien. Mais ça vaut pour nos apprenants, mais ça vaut pour nous aussi, hein, quand on réfléchit un petit peu. Parfois, il y a des collègues avec qui, voilà, ça passe plus ou moins bien. Et se dire parfois on a quelque chose à faire, qu'est-ce qui fait que si on a identifié, ok, on n'a pas tellement d'atomes crochus, bon là par le contexte, il nous est demandé quelque chose et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe bien, en tout cas le mieux qu'il peut. Donc voilà. Très bien. Je crois qu'on va terminer. On arrive. Voilà, il est déjà 2 heures. On n'a pas vu le temps passer. Un grand merci vraiment Cindy pour tous ces moments d'échange extrêmement riches. Et bien merci à tous les participants. Et je vous rappelle ce soir le café confiné à 10 café confiné. Oh là là, café BD à 18h. Je veux vous renvoyer le lien. Et puis n'oubliez pas le Padlet. N'hésitez pas également à l'alimenter en mettant des photos, de choses que vous pouvez faire, en mettant des petits mots et en gardant vos indices pour vous pour le quiz avec la réponse le vendredi. Merci beaucoup. Donc je vous renvoie les différents liens. Merci à tous. Et puis, donc, je vous rappelle que vous aurez accès à l'intégralité des 10 webinaires qui vous seront envoyés. On a de la visite qui vous seront envoyés à l'issue donc de cette semaine. Eh bien, bonne journée à tous. Et merci puis, beaucoup. À demain. Au revoir. Merci à tous.